Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo sur mes travaux en Master 2 sur les pratiques, sur les maladies contagieuses et les pratiques testamentaires. On va y arriver. On aborde le dernier volet qui porte sur les legs, la pratique du legs et plus principalement la pratique du legs pieux et du legs profane. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'aller voir la playlist que je mettrai dans le petit juste en haut. Sinon, je pense que vous allez être complètement perdu, vous n'allez pas savoir du tout de quoi on parle. Donc, les legs pieux et les legs profanes sont des pratiques très courantes en pays de droit coutumier. Cela fait partie de la tradition, en fait, de la pratique testamentaire. Le but, bien évidemment, d'un testament, c'est de transmettre son patrimoine et de mettre ses héritiers à l'abri, mais c'est aussi l'occasion de faire des legs à des œuvres, à des monuments religieux, dans un but un peu de faire pénitence, dans un but un peu de racheter ses fautes. Celui qui ne le fait pas, c'est plutôt assez mal vu. Le cas des instenta, par exemple, ceux qui ne se préoccupent pas de faire leur testament de leur vivant, c'est un peu compliqué dans le sens où c'est la famille qui doit prendre en fait tout le bazar en charge et doit faire des legs pieux plus importants que les autres pour faire pénitence, pour racheter l'âme du défunt et par la même occasion essayer d'être un peu mieux, d'essayer de rattraper un peu les bêtises de celui qui n'a pas fait son boulot. Donc, le but en fait de ces legs, c'est aussi de s'attirer les bonnes grâces des différents intercesseurs, de racheter ses péchés. Enfin, ça a tout un but un peu eschatologique, dans le sens où il faut racheter la faute commise, il faut essayer, on va dire, de faire tout à moindre mal. Et oui, vous voyez le chant en fond. À Toulouse, c'est principalement adressé à des monuments, des églises, mais aussi à des institutions comme les hôpitaux ou les proseries qu'on verra juste après. C'est tout ça a un but un petit peu ça a un but un peu communautaire. L'espace commun au Moyen-Âge est quelque chose d'assez important. L'espace communal est le premier, on va dire, le premier aspect social, religieux de l'époque, et c'est ce qu'on va chercher à entretenir et à préserver. Donc, pour commencer, on va s'intéresser, comme je vous l'expliquais, aux legs pieux, on va s'intéresser à la paroisse, aux ordres mendiants, aux différentes formes de religiosité, et dans la deuxième partie, ce sera les legs profanes, mais on va s'intéresser, puisqu'on parle de maladies, aux léproseries et aux hôpitaux. On va s'intéresser principalement à ça. Donc, les legs pieux sont très encouragés par l'Église déjà. On veut que le fidèle fasse pénitence, c'est vu comme une ultime pénitence, comme une ultime preuve de religiosité, de piété et de charité. Sinon, disons que si on est dans le cas des instanta où on n'a pas fait, on va dire, ce qu'il fallait faire, c'est problématique parce qu'on ne peut pas se faire enterrer dans le cimetière avec papa et maman. Donc, il vaut mieux faire les choses dans les règles. Donc pour cela, on fait des legs pieux et les legs pieux ont déjà de base pour but, en fait, un but eschatologique. On va racheter les péchés, les fautes qui ont été commises avant et après. Donc, il y a toute une forme d'aspect religieux autour, ce qui est normal. Les premiers legs auxquels on va penser quand on va faire son testament, c'est bien évidemment, on va faire des testaments à sa paroisse. La paroisse est la première cellule religieuse dans la communauté. C'est là où on baptise, c'est là où on a vécu étant enfant. C'est un attachement qui est presque, j'ai envie de dire, sentimental, la paroisse. Donc, c'est ce qu'on va privilégier en premier lieu. À Toulouse, il y a aux environs
il y a plusieurs paroisses. Il y en a au nombre de 7. Donc j'ai mes notes juste là parce que j'allais pas me rappeler de tous les noms. Vous aviez Saint-Sarnin, vous aviez la Dorade, vous avez Saint-Pierre-des-Cuisines, Saint-Étienne du Thor, et ainsi que la Dalbade et Saint-Cyprien. Donc on va dire les points religieux les plus connus de notre chère ville rose. Donc, et dont Saint-Cernin, vous avez un monument religieux magnifique qui est en plein milieu du centre-ville. Donc, que je vous encourage à aller voir si la chose vous intéresse. Donc, ces paroisses toutefois ont quelques petits couacs. C'est-à-dire que les limites de ces paroisses sont un petit peu chaotiques dans le sens où elles s'entremêlent, on ne sait pas où s'arrêtent les unes par rapport aux autres. Enfin, c'est quelque chose qui est très difficile à délimiter. Mais tout le monde ne lègue pas quelque chose, tout le monde ne lègue pas de la même manière. On va peut-être favoriser plus le clergé qu'autre chose, le clergé étant la première chose à laquelle on pense quand on veut léguer quelque chose à la paroisse. C'est toutefois quelque chose qui est plus ou moins évident et auquel les testateurs pensent toujours. Les testateurs peuvent aussi faire des legs à des lieux de culte, mais ce ne sont pas forcément des legs qui sont très 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 élevés. Faut aussi regarder les sources, ce ne sont pas des legs très élevés. Et oui, j'ai un épi derrière, c'est pas grave. Ça peut être vu comme une manifestation de dévotion. Enfin, on peut faire aussi des legs à des chapelles. Enfin, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, propre à chacun et aussi quelque part assez personnel. Je vais insister lourdement là-dessus. Les legs faits au Moyen-Âge sont presque quasiment tous faits en fonction peut-être aussi des affinités, en fonction des peut-être de l'affectif, enfin, on cherche un peu on le fait un petit peu selon, on va dire, sa conscience, si je peux dire ça comme ça. On parle de conscience. Vous avez aussi des legs faits au culte des saints, au culte marial. Alors les saints, ça va être des saints variés. Vous avez Saint Thomas d'Aquin à Toulouse. Vous avez tout un tas de saints auxquels les fidèles se réfèrent et qu'on va prier, favoriser plus ou moins selon les circonstances. Vous avez Saint Roch, vous avez Saint Sébastien au moment de la peste. Vous avez tout un tas de saints dont on veut s'attirer les bonnes grâces et dont on veut bénéficier de la protection. On va également faire des legs à des couvents. Vous avez tant des couvents d'hommes que de femmes dans la ville, mais même si les couvents d'hommes sont beaucoup plus favorisés que ceux des femmes, c'est pas une question de sexisme ni quoi que ce soit, c'est l'époque qui le veut. Je vous rappelle que la notion de sexisme à l'époque n'existait pas. Ne mélangeons pas les termes sexistes, machistes, tout ce que vous voulez, de notre époque à celle du Moyen-Âge. Pour eux, c'était quelque chose de tout à fait normal. On était dans une société certes patriarcale, la femme avait des droits, mais pas non plus des droits comme on entend aujourd'hui. Donc, ce qui fait que pour eux, c'était naturel de favoriser peut-être plus un couvent d'hommes qu'un couvent de femmes. Mais c'est propre à l'époque. On va faire également des legs à des villages, à le lieu d'origine. Donc c'est quelque chose qui est très personnel, le legs pieux, surtout dans le cas de la paroisse. Ce n'est pas forcément dans la paroisse peut-être dans laquelle on vit, ça peut être la paroisse dans laquelle on est né ou on a grandi. C'est quelque chose qui est très 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 personnel et très variable d'un individu à l'autre. À côté de ça, au sein des paroisses, on a aussi son clergé. Le clergé paroissial est tout aussi important que la paroisse elle-même. On a tendance à faire des legs au clergé paroissial, peut-être un peu plus dans les bourgades, plus qu'ailleurs. Dans les villages, ce sera peut-être plus dans le cadre de la cathédrale qu'on va faire des legs. On va faire des legs aussi en fonction de la piété du testateur, mais aussi des lieux de culte. À Toulouse, les paroisses, bon, je vous les ai déjà données, mais elles sont au nombre de 7. On a Saint-Étienne, Saint-Cernin, Notre-Dame du Thor, Notre-Dame de la Dalbade, Saint-Pierre-des-Cuisines et Saint-Nicolas. Donc, on a ces paroisses-là qui sont connues à l'époque et à qui on pouvait faire des legs.
et aussi aux intercesseurs que j'ai évoqués précédemment. Donc, on sait à peu près à qui on va léguer quoi et dans quelles circonstances. Le clergé séculier de la paroisse est un clergé qui est assez, je dirais pas assez particulier, mais il fait partie des deux formes de clergé qu'on connaît à l'époque. Vous avez au Moyen-Âge le clergé régulier et le clergé séculier. Pour rappel, le clergé régulier obéit à une règle monastique, comme les cisterciens par exemple ou les bénédictins. Les clergés séculiers, eux, vivent parmi la population, parmi la communauté. Donc, quelque part, ce seront peut-être eux qui seront plus avantagés que les autres parce qu'ils sont proches des gens, on les connaît, on sait à qui ils ressemblent. En fait, il y a un côté très affectif, probablement, et aussi un côté, eux au moins ils sont près de nous, on sait qui sont, on sait qui est, comment s'appelle le curé du coin. Donc, il y a un côté humain, une forme d'affinité que peut-être les gens n'avaient pas avec le clergé régulier, par exemple. C'est celui qui va être le plus mentionné dans les sources documentaires. À Toulouse et dans les villages, les legs au clergé séculier a tendance petit à petit à devenir rare, même si cette pratique continue dans les campagnes. Parce que les campagnes, c'est beaucoup plus petit que les grandes villes. Donc, bien sûr, on a plus tendance à faire confiance à un clergé qu'on connaît que, par exemple, à un ordre mendiant dont on ne sait même pas d'où il sort. Donc, bien sûr, c'est une question aussi d'environnement. Donc, on trouve bien évidemment les noms des bénéficiaires des legs, mais ça reste toutefois difficile à trouver. On peut trouver 1, 2, 3 noms, ça reste très variable dans les testaments. Mais ça peut être principalement le recteur qui lui par contre vit au sein de la paroisse, ça peut être ça peut être d'autres personnes. Donc en fait, le clergé séculier, même si on le connaît, ce sera peut-être pas forcément vers lui qu'on ira faire le plus de legs. Ça va dépendre bien évidemment des testateurs. Encore une fois, je vous rappelle que tout ce que je vous raconte dépend beaucoup des individus de l'époque. À côté de ça, le clergé paroissial est en concurrence directe avec un autre type de religieux qui sont les ordres mendiants. Ils sont en concurrence dans la pratique religieuse, mais aussi de leur impact qu'ils ont et du choix des intercesseurs aussi des personnes. Donc il y a une petite concurrence entre les deux sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Donc, concernant les ordres religieux et tout ce qui est en dehors, on va dire, du clergé ou de la pratique religieuse classique. Les ordres religieux sont une autre forme de religiosité. Certains sont plus anciens, d'autres sont apparus beaucoup plus tard. Notamment les ordres mendiants sont apparus au moment d'un contexte d'hérésie. Et quand j'entends hérésie, vous allez me gueuler, hérésie cathare en grand. Oui, mais moi, quand je vais vous dire la chose comme je le fais, et je ne veux pas me faire taper sur les doigts par rapport à ça, j'utiliserai le mot cathare avec des très très gros guillemets, parce que selon les affinités des chercheurs, tout ça, ça fait un petit peu débat. Enfin, disons que quand on a abordé ça en cours, surtout pendant mes cours de licence, il y en a qui étaient oui, il y en a qui étaient non. Donc moi je ne vais pas le faire, je ne vais aller ni d'un côté ni de l'autre, je vais juste mettre le mot entre guillemets, comme ça tout le monde est content. Voilà. Donc au niveau des ordres, à Toulouse on en trouve quelques-uns. On a notamment les dominicains. Les dominicains sont très présents. Dominicains, c'est un ordre prêcheur, c'est-à-dire qu'ils font des prêches, des sermons au sein de la population. Les dominicains sont encore présents de nos jours. Vous allez, par exemple, du côté de l'ICT à Toulouse, vous avez, je crois que c'est le cloître des dominicains qui se trouve là-bas. Donc, ce sont des ordres qui sont encore présents. Vous en aviez à l'époque un bon nombre. Vous aviez notamment vous avez les ordres mineurs, les carmes, les prêcheurs, dans les dominicains et les augustins. Donc il y avait différents
différents types d'ordres mendiants présents à l'époque. Leur fondation, enfin, ils sont à l'origine de plusieurs fondations de couvents, de couvents de monastères, enfin, les premiers ayant été faits durant la vague d'hérésie du XIIIe siècle, les autres peut-être se sont faits peut-être beaucoup plus tard, mais on constate un arrêt clair et net à partir de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de couvent qui se fait, on se contente de ce qu'on a. Et c'est d'autant plus vrai à la fin du XIVe siècle, notamment vers la fin du XIVe siècle. Ces derniers se trouvent principalement à cette époque-là en dehors des murs, notamment par rapport probablement à l'épidémie de peste. La fondation de monastères au sein d'une ville où vous avez beaucoup plus de malades que de vivants, je comprends que ça ne fasse pas plaisir. Notamment durant cette période, puisqu'on parle de la peste, les legs sont principalement faits aux ordres prêcheurs, parce qu'ils vont prêcher, pas la bonne parole, mais disons qu'ils vont prêcher à certaines explications. Certaines explications de la cause de la peste. Donc ils vont avoir, on va dire, une certaine cote, si je peux dire ça comme ça, au sein, on va dire, peut-être des bourgades et des villages. Toutefois, Toulouse est quand même un grand champ d'action pour eux parce qu'ils gardent de l'influence avec tout un système de quête et de prêche tout autour de leur couvent, avec le réseau dense qu'il peut avoir, mais aussi on constate que une bonne grosse partie des legs sont faits à ce moment-là des ordres prêcheurs. C'est notamment vrai autour de la viguerie des gardiennages de la ville. Donc en fait, même si les ordres prêcheurs et les ordres mendiants, on va dire de façon générale, ont la cote à certains moments plus qu'à d'autres, il y a toujours cette présence au sein de la ville et on sait qui ils sont et ce qu'ils font. C'est eux qui font les serments, qui vont donner les explications à l'origine de la peste. Ils sont pas étrangers pour faire un rappel de ce que j'ai dit dans l'introduction et surtout dans la première partie de mon explication, dans le chapitre 1, que je vous mettrai dans le petit si j'y pense. Ils ne sont pas innocents à la persécution des juifs par exemple, ou des lépreux. Donc quelque part on sait un petit peu pas les théories, mais le discours qu'ils vont avoir. Donc, les legs, qu'est-ce que c'est principalement ? Ce sont principalement des sommes d'argent qu'on va leur verser. Des sommes d'argent ou des fondations de messes, par exemple. C'est-à-dire qu'on va demander des messes aux ordres mendiants en faveur de telle ou telle personne qui vient de décéder. Ou même, tout simplement, on va verser des sommes de faire des legs, en échange, on va demander à se faire enterrer dans un de leurs couvents. Donc en fait, on a envie de s'attirer les bonnes grâces des ordres mendiants parce qu'on sait qu'ils sont influents dans une certaine mesure et qu'ils font partie du paysage religieux de l'époque. Donc, on ne peut pas passer outre. À côté de cela, vous avez, non sans mal, une certaine forme de concurrence entre le clergé paroissial et les ordres mendiants. Alors, il y a en même temps une cohabitation, une rivalité entre les deux, dans le sens où les uns vont attirer des fidèles et les autres aussi. Il y a une rivalité dans la pratique religieuse, dans les legs, dans le choix du confesseur, le lieu de sépulture, etc. Et là, vous allez me dire, mais qui l'emporte sur les deux ? Ce qui est légitime. Je serais tentée de dire aucun des deux, mais les sources ont montré que c'était le clergé paroissial qui l'emportait toujours sur les ordres mendiants. Donc, même si vous avez des petites tensions, des petits trucs comme ça, on sait très bien que l'un va l'emporter sur l'autre. Sinon, c'est pas drôle, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. À côté de ces petits, de tout cela, vous avez les ordres anciens.
Les ordres anciens, ce sont ceux qui obéissent à la règle, c'est-à-dire le clergé régulier, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les cisterciens, les bénédictins, et tout ce que vous voulez. Ils sont tantôt oubliés, tantôt présents. On sait qu'ils sont là dans le paysage de religieux de l'époque, mais on aura tendance un peu à les oublier, surtout dans les villes. C'est moins vrai peut-être dans... C'est peut-être moins vrai dans les... c'est peut-être moins vrai dans les campagnes, mais dans les villes, on a tendance un petit peu à les oublier. Quoique dans les campagnes, ils sont quand même un petit peu zappés. Donc, quelque part, on sait qu'ils sont là, on leur fait des donations, mais ils ne font pas partie, on va dire, ils sont là, on sait qu'ils sont là, on leur fait des donations de temps en temps, on sait qu'ils ont ils gèrent telle ou telle structure, mais ça s'arrête plus ou moins là, en fait. À côté de ces structures-là, vous avez aussi les confréries. Les confréries, c'est un peu... J'ai toujours trouvé ça, moi, avec les lectures, les recherches et tout, quelque chose d'assez ambigu. Vous avez de tout. Vous avez des confréries religieuses, vous avez des confréries laïques, vous avez un peu de tout. Il y en a un très grand nombre. C'est vraiment, mais alors, c'est énorme. À Toulouse, on savait que les confréries étaient proches d'une centaine. À quelques chiffres près, on savait que les confréries étaient aux alentours d'une centaine. C'est notamment eux qui s'occupent de distribuer les dons de pain et de vin, notamment aux pauvres au moment de l'enterrement. C'est ce qu'on désigne sous le nom de charité quand on demande aux confréries d'exécuter la charité dans un testament. Voilà ce que ça désigne. Ces confréries, même si on savait, on avait du mal à les cerner au Moyen-Âge, enfin surtout à la fin du Moyen-Âge. On avait du mal à les cerner dans le sens où soit elles disparaissaient, soit se faisaient absorber, soit on ne les connaissait pas. Donc, c'est un peu compliqué dans les sources de savoir à peu près le nombre exact, les noms exacts. Donc, moi, je m'aventurerai pas à vous donner des noms, ou à vous donner des chiffres. Je m'aventurerai pas là-dessus. Il y en a qui existent, la confrérie du corps du Christ. Vous en aviez quelques-unes, mais c'était pas toujours évident de savoir un peu où est-ce qu'on en était question confrérie à l'époque. C'est pour ça que je vous encourage à aller voir la bibliographie et les sources qui seront en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez creuser un peu plus que ce que je vous explique, vous pourrez tout aussi bien voir sur quoi je me suis basée et vous faire votre propre avis et vous faire votre propre lecture. Bref, avec tout cela, il y a un autre type de legs qui est le legs profane. Legs profane, ce que j'entends par legs profane, ce sera les legs charitables. Et cette notion de charitable s'accompagne plus ou moins de la notion de pauvreté. Au Moyen-Âge, la notion de pauvreté est très présente. Le pauvre est en même temps accepté, non accepté, marginal, pas marginal. Il a un caractère très ambigu. On le voit comme un intercesseur du Christ, on le voit comme quelque chose qu'on accepte, mais qu'en même temps on a envie de mettre un petit peu sous le tapis. C'est-à-dire qu'on l'accepte parce que ça nous permet de faire notre devoir de charité aux fêtes religieuses annuelles, mais en même temps, si on peut éviter de les voir, on s'en passe de plus belle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les enferme dans des structures. On essaie de on essaie de les rassembler dans des structures. Les pauvres, avec ce caractère un peu ambigu, même si ça tend un peu, les individus au Moyen-Âge tendent un petit peu à s'y intéresser, à les voir autrement, à les voir comme des intercesseurs du Christ, à les inviter au repas funèbre, parce que ça fait partie en fait des coutumes, enfin pas des coutumes, mais des pratiques. On a tendance un petit peu à vouloir les conditionner ailleurs. On va dans ce cas-là les mettre dans des hôpitaux.
Alors, il y avait déjà des hôpitaux présents à Toulouse, ça, je vous l'ai déjà dit, mais il y en a qui se créent petit à petit, notamment dans le gardiennage. Vous l'aviez à l'hôpital Saint-Orens de Pescalo, l'hôpital de Saint-Martin-du-Touche et l'hôpital de Sainte-Agne. J'ai mes notes de bas, c'est pour ça que je peux le dire. Donc, il y avait d'autres hôpitaux qui ont été créés, parce que bon, il y avait les hôpitaux, l'hôpital Dieu, il y avait la Grave, il y avait tout ça déjà à l'époque, mais le truc c'est que ça débordait. La peste a fait un nombre incalculable de pauvres, on ne sait plus quoi en faire, on ne sait pas comment faire. Il y a un gros problème au XIVe, XVe siècle de contenir la population pauvre. Il y a un gros souci dans le sens où ce sont 2 siècles problématiques, notamment la guerre de 100 ans, la peste qui ravage tout partout. Donc on a un nombre incalculable de pauvres dont il faut faire quelque chose, si je peux dire ça comme ça. Donc on crée des hôpitaux un peu en dehors de la ville, bien loin, bien loin, pour pouvoir les caser là, quoi. Le problème, c'est que ces hôpitaux ont une capacité d'accueil limitée. Et donc, la ville ne s'en sort pas. Alors, au niveau des legs, on va faire bien évidemment des legs à ces hôpitaux parce qu'il faut faire le leg charitable, bien entendu. Mais disons que ça prend on a tendance un petit peu à être plus... Ça a tendance à être un peu plus différent à cette époque-là. L'assistance publique d'ailleurs était tellement dépassée que on ne sait plus quoi faire quand les structures sont dépassées. Les léproseries d'ailleurs subissent. Les léproseries c'est un peu différent. On aura tendance un peu plus à les fermer qu'à les garder ouvertes. Enfin, vu que la lèpre diminue, on va faire fermer des léproseries ou alors on va les utiliser pour autre chose. Donc il y a comme une espèce de remaniement, d'évolution au niveau de la gestion des structures. Cette gestion des structures, d'ailleurs, c'est soit les habitants qui vont le faire, soit la ville, soit les religieux. Enfin, c'est variable, on va dire, c'est assez variable d'un établissement à l'autre. Au niveau des léproseries, alors, la question des léproseries. La question des léproseries. Disons que, avant d'aborder la léproserie, et pour en finir avec la pauvreté et le reste, disons que les pauvres, on va avoir tendance à les parquer dans les hôpitaux, parce qu'on va avoir dans les hôpitaux, on trouve de tout, les orphelins, prostituées, pauvres, mendiants, ce que vous voulez, on y trouve quasiment de tout, y compris des malades de la peste. Donc on va avoir tendance un peu à les mettre là. Les léproseries, j'ai envie de dire ni oui ni non. Ça va dépendre. Au niveau des dons, au niveau des legs, ça va être surtout des dons pécuniaires, des petites sommes, pas très 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 grosses, juste assez, on va dire, pour dire voilà, j'ai fait mon petit leg charitable pour l'année. Au niveau des legs charitables, je le rappelle maintenant, je vais l'expliquer. Les legs charitables, comme je vous le dis, c'était les legs pour entretenir tout ce qui était bien commun. Et quand je dis bien commun, c'est-à-dire tout ce qui était utile à la communauté. Ce qui est utile à la communauté, ce sont par exemple des structures, des aménagements urbains, on s'entend. Bref, tout un tas de choses qui fait que on améliore la qualité de vie dans les villes. On trouve par exemple des legs faits aux luminaires, aux ponts, des choses comme ça. Et là, vous allez me dire, mais c'est complètement absurde. Non, c'est pas si absurde que ça, parce que ça permet de continuer à entretenir, à aménager ce genre de structure. Donc, voilà, ça fait partie des legs profanes, mais ça, ce n'est pas le sujet. Là, je vais en venir aux léproseries, maladreries. Les maladreries, c'est un petit peu la même chose que les léproseries, sauf que maladreries, on disait dans le sud. Bonjour les sudistes. Donc, on en trouve un très 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 grand nombre à Toulouse. C'est un réseau immense entre les léproseries et les maisons de lépreux.
les maladreries, bon, même si ça désigne la même chose que léproserie, certains chercheurs veulent faire des nuances. Bon, voilà, c'est dit, c'est fait. Mais toutefois, on constate une évolution, dans le sens où, comme la maladie tend à diminuer, on va diminuer aussi les léproseries ouvertes, ou du moins pour cet usage. Les maisons de lépreux sont plus des maisons de repos où on soigne, et encore à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire soigner? C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Où on va dire, prendre en charge les malades sans pour autant les soigner, sans pour autant leur apporter un véritable traitement. Donc, pour les léproseries ou les maladreries, en fait, on va pas faire vraiment des legs à proprement parler directement à ces structures, on va le faire à des intercesseurs, des figures, des gens, on va dire, qu'on rattache un peu à ces structures-là. C'est notamment le cas pour les recluses. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des recluses, ce sont des personnes qui se font emmurer vivantes dans des espaces et où leur vie est consacrée à la prière. Alors je vais parler beaucoup plus bas parce que je suis pas toute seule dans la maison, donc ne m'en veuillez pas. Donc maladrerie et léproserie dans le sud de la France, ça désigne un peu la même chose. Donc on trouve principalement, comme je l'expliquais, des reclus et des recluses. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des gens, comme je l'expliquais peut-être à l'instant, qui se cloisonnent, qui s'emmurent vivants dans un endroit clos et qui qui ont pour exercice en fait, qui sont là pour la piété. Donc en fait, ces gens-là sont en même temps craints parce qu'on les voit comme des gens un peu bizarres, un peu en dehors de la société, et en même temps admirés parce que leur piété est un peu un modèle. Ils sont là juste pour prier, adorer Dieu. Et ce qui fait que quand on fait des legs aux léproseries, bien souvent, on ne les fait pas directement, souvent aux léproseries, mais à ces gens-là carrément, car ils se trouvent par moments entre une église et la léproserie. C'est le cas à Saint-Cyprien, par exemple, où vous aviez une recluse qui était entre la léproserie et l'église de quartier. Donc, les léproseries ne sont pas vraiment considérées comme des hôpitaux à proprement parler, car bon, ils ne se concentrent principalement que sur une maladie en particulier, mais ça va servir un peu aussi d'annexe pour les hôpitaux, dans le sens où on va s'en servir quand il va y avoir la peste, comme au mini-hôpital en fait. On va envoyer les pestiféries dans les léproseries qui ne sont plus en service. Elles sont construites principalement en dehors des murs de la ville. Si vous regardez une carte en fait des léproseries d'époque, vous verrez qu'elles sont principalement en dehors de la ville, le long des routes commerciales ou des routes de pèlerinage, mais jamais à l'intérieur, car les lépreux, certes, c'est très utile pour la charité, mais on n'a pas envie de les avoir dans nos murs parce que bien évidemment, c'est quelque chose qui fait très peur. Donc à Toulouse, ils étaient au nombre de 7 avant le 14e. Petit à petit, avec la diminution de la maladie, on va enfermer et on va en garder que 3. Donc, ce sont principalement des maisons de lépreux. Donc, on a la maison de Sainte-Marie-Madeleine du château Narbonnais, la maison de la Fontaine Sainte-Marie à Saint-Cyprien, et la maison Sainte-Marie-Madeleine de la porte d'Arnaud Bernard. Donc, le lien qu'on pourrait faire déjà par rapport au nom Marie-Madeleine, c'est par rapport au fait que Marie-Madeleine était une pécheresse qui s'est repentie. Le lépreux est un peu pareil. En fait, c'est un malade, enfin, c'est un pécheur qui doit se repentir. Donc, il suffit de faire un petit peu le rapport et vous verrez que c'est un peu la même chose. C'est pareil pour les prostituées. Certaines structures s'appelleront Marie-Madeleine parce que les prostituées qui vont intégrer ces structures ont pour but de se repentir. Le but étant de souligner la repentance en fait du malade. Au niveau de l'administration, la plupart du temps, ce sont les évêques qui s'en occupent.
même si la municipalité, la communauté aura toujours un œil dessus. Donc en fait, c'est pas tellement eux qui les prennent en charge. Il arrive parfois que ce soit carrément la municipalité qui est carrément la main dessus. Donc tout dépend en fait des cas de figure, tout dépend des maisons. Il arrive aussi dans certains cas que ce soit carrément les habitants de la ville qui la gèrent. Donc tout dépend de où est-ce que vous vous situez, tout dépend en fait probablement du régime d'administration de la léproserie. Donc ces structures ont pour on va dire, principal but, la sécurité publique avant toute chose. Vous savez très bien, je vous l'avais déjà expliqué dans le premier chapitre, que les lépreux sont vus un peu comme des dangers ambulants, dans le sens où c'est une maladie, bon déjà une maladie contagieuse, mais c'est aussi une maladie que l'on craint beaucoup et que les lépreux, il faut les contenir dans des structures et de préférence ce qu'ils y restent en fait. Donc ça a pour but de la sécurité publique et peut-être aussi un but sanitaire aussi dans un sens. Concernant les legs justement à ces léproseries, et je m'excuse par avance pour le ton de ma voix, il faudra que vous montiez peut-être le son un peu plus haut. Principalement, ce seront certainement les lépreux qui vont faire don du peu qu'ils ont aux léproseries, mais il y aura aussi toujours plus ou moins des legs faits aux léproseries, aux maisons de lépreux, mais beaucoup moins qu'à une époque, surtout beaucoup moins au XIVe siècle. Donc, quelque part, on a envie de garder ces structures, mais on a envie de les garder en les entretenant, mais pas trop non plus. Donc, il y a un caractère aussi très ambigu. C'est un peu pareil pour les hôpitaux. Les hôpitaux, à la base, sont là pour les malades, pour les maladies, mais on va y trouver tout un tas de personnes. On va y trouver des prostituées, il y a un quartier spécial pour les prostituées à la Grave, les malades, des pestiférés, parfois des lépreux, des orphelins, des pauvres, des fous, tout ce que vous voulez. En fait, c'est une espèce, on prend et on stocke là-bas et allez, restez là, ne nous enquiquinez pas. En ville, les legs en ville, les legs faits aux hôpitaux sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. Parce que les hôpitaux, on leur reconnaît une utilité publique, notamment pour la prise en charge de populations dites marginales. Toutefois, ces legs ont beau être nombreux, ce ne sont pas vraiment des legs à proprement dit de sommes relativement grandes. Donc, les legs faits aux hôpitaux dans les legs faits aux hôpitaux, ce sont principalement des aumônes, principalement non, mais on va en trouver du moins des aumônes faites notamment à des recluses, ce qu'on peut mettre en parallèle avec la lèpre. On trouve par exemple un reclus à Saint-Martin-du-Touche, ou bien du côté de Saint-Orens. Donc en fait, c'est un petit peu la même chose que pour les lépreux. On va faire des legs en fait à des personnes, à des figures emblématiques, présentes, représentant de la structure, mais peut-être pas la structure elle-même. Donc, quelque part, c'est très, très difficile en fait de savoir si ce sont des legs si ces legs, ces donations, ces aumônes vont aller directement à l'hôpital ou si c'est au contraire, c'est assez flou, je trouve, au niveau de la prise en charge de ces aumônes en fait, ou même de ces donations. Donc, pardon. La fondation d'hôpitaux d'ailleurs peut être faite par plusieurs entités. Ça peut être le clergé, qui le fait, ça peut être les autorités de l'asile, ça peut être aussi les habitants eux-mêmes de la ville qui veulent un hôpital pour la prise en charge des pauvres, des orphelins, des choses comme ça. Donc en fait, la création d'hôpital ne dépend pas que d'une seule entité, mais de plusieurs entités en fait. C'est d'ailleurs, on trouve aussi par ailleurs dans la gestion et aussi dans la création des confréries. Il y a des confréries qui ont pris en charge justement des hôpitaux. C'est le cas par exemple pour l'hôpital Notre-Dame-du-Puy. Donc il y a quelque part aussi dans les confréries, dans tout ça, des affiliations, des filiales des hospitaliers. Les hospitaliers qui sont un ordre religieux, un ordre de chevaliers religieux. C'est un peu tout en fait, les hospitaliers.
Concernant les testaments, on retrouve des informations sur la création d'hôpitaux, principalement par exemple au XVe siècle, où on trouve peut-être plus facilement des renseignements sur les 4 principaux hôpitaux de Toulouse. Alors, vous trouvez, ce sont principalement l'hôpital Saint-Jacques de la Cité, l'hôpital Saint-Jacques du Bourg, et pour ne citer que ces deux-là. Après, vous avez la Grave, vous avez tout ça, vous avez l'Hôtel Dieu, mais vous en avez aussi pas mal. Enfin, en sachant que les deux que je viens de citer, en fait, ce sont ceux qui sont peut-être le plus mentionnés à un certain moment. Donc, en fait, vous avez un peu comme une espèce de... on va dire, comme une espèce, on va dire, de mode un peu de certains hôpitaux. Certains sont plus cotés que d'autres, certains sont mieux connus que d'autres. L'hôpital Dieu Saint-Jacques, par exemple, est un hôpital déjà qui est très connu, qui est très présent, qu'on connaît. La Grave, c'est exactement la même chose. Donc, les principaux qui existent, en fait, sont pleins, et du coup, on en crée d'autres qui sont parfois là un peu pour seconder, mais sans plus. Vous retrouvez également des antennes, un petit peu comme les maisons de lépreux pour les léproseries, qui sont des maisons un peu de soins, des maisons hospitalières. Donc vous avez un petit peu tout un réseau hospitalier, au sens où on entend bien sûr à l'heure actuelle du terme, qui se forme à Toulouse. En sachant que au niveau de la gestion des hôpitaux, c'est principalement l'évêque qui en a la responsabilité. Il faut savoir qu'à une époque, même encore à une période très récente, on trouvait des sœurs dans les hôpitaux. Ce n'était pas rare que vous trouviez en même temps des infirmières et des bonnes sœurs dans les hôpitaux. Donc l'hôpital a toujours eu un caractère très très religieux, même encore maintenant, et encore plus à l'époque. Dans la région toulousaine, vous aviez aussi des notables qui prenaient en charge la gestion des hôpitaux, même si la municipalité s'accordait toujours une petite œillade sur comment ces derniers étaient gérés. Je rappelle que la municipalité quand même gérait un bon nombre de structures, et plus particulièrement des structures de ce genre. La capacité d'accueil des hôpitaux est également très variable. On a un peu du mal à savoir, selon les sources, selon qu'elles soient éditées ou pas, de savoir à peu près le nombre de lits, le nombre de lits comme on parle à l'heure actuelle, ou le nombre à peu près de gens qu'on pouvait accueillir. Donc, il y a quand même une carence un petit peu de documentaire là-dessus. Au niveau des legs, même si les legs aux hôpitaux se font beaucoup, et même à plusieurs, toutefois, ça reste quand même relativement pas rare, mais cela se fait beaucoup moins. On va tendance un peu à se pencher vers les hôpitaux du coin, de local. Donc on aura tendance peut-être à favoriser certaines structures plus que d'autres, un peu comme pour les couvents, tout ça. On aura tendance à supporter, à aider certaines structures plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles sont à proximité, parce que il manque de moyens, ou des choses comme ça. Et puis il y a aussi le devoir charitable aussi qui appuie cette motivation aussi. Les legs les plus importants, bon, ce sont certes des particuliers, mais il faut trouver aussi des gens un petit peu inattendus. Ce sont des fois des notaires, des marchands ou des juristes qui justement font des legs plus importants que les autres aux hôpitaux. Donc ça montre que d'une personne à l'autre, d'un individu à l'autre, d'une couche sociale à l'autre, chacun aura un petit peu son aperçu, je vais y arriver, sa préférence, si je peux dire ça ainsi. Toutefois, l'effet pervers des hôpitaux, et plus particulièrement de l'épisode de peste, c'est que même si les mendiants étaient plus ou moins envoyés dans les hôpitaux, on constate plus ou moins avec la hausse de la population pauvre et de mendiants, surtout en période de peste, que les portes des hôpitaux ont tendance un petit peu à se fermer, parce qu'on a peur justement que la maladie se propage dans l'hôpital elle-même. Donc même s'il y a un devoir d'accueil,
il y a une limite à ce devoir d'accueil. Et ça, pour l'époque, c'est quand même ultra compliqué parce qu'on voit justement cette population pauvre augmenter, et pauvre au sens économique, au sens social du terme. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ambigu pour l'époque. C'est quelque chose qui est très ambigu. On doit accueillir le pauvre, on doit le soigner, on doit en prendre soin, mais en même temps, on le laisse un petit peu tout seul, livré à lui-même. Donc quelque part, c'est c'est très ambigu, et c'est en même temps quelque chose de difficile à comprendre pour nous contemporains, pour nous chercheurs contemporains qui lisons ça. Donc, quelque part, même si l'hôpital a pour but d'accueillir tout le monde, j'ai envie de dire, même si c'est très relatif, il y a une limite au tout le monde. Déjà, même à cette époque-là. On va notamment favoriser, plus ou moins, c'est les pauvres locaux, les pauvres, c'est-à-dire qui sont du quartier, de la ville, de la bourgade, mais on va pas favoriser, on va pas s'occuper des pauvres venant de l'extérieur. Donc en fait, on montre un petit peu j'aime pas le mot contingentement parce que je le trouve ultra connoté, mais on voit qu'il y a une forme de une façon de vouloir un peu comment expliquer la chose de façon claire. On voit qu'il y a une forme une volonté de laisser faire, en fait, de laisser pour compte ces pauvres gens. Alors à côté des legs, bien sûr, je le sais, il y a une forme il y a énormément aussi de donations. Donc même si c'est très difficile de parler de legs dans les hôpitaux, dans les léproseries, il y en a, mais les sources sont peut-être beaucoup moins précises à ce niveau-là, je trouve. On trouve notamment des gens qui vont faire des legs pour favoriser la prise en charge des pauvres, des malades, mais ça reste relativement difficile à trouver. Notamment dans les sources que j'ai pu avoir, ça reste notamment difficile à trouver. Et puis, il y a une forme aussi d'essoufflement, de passer de mode aussi, de faire des legs aux hôpitaux. Donc, quelque part, on est dans une période qui est compliquée, ambiguë et très paradoxale. Donc, la conclusion que je pourrais vous donner de tous mes travaux, déjà, est-ce que la pratique testamentaire est impactée par les maladies contagieuses? Je serais tentée de dire que oui. Pourquoi? Parce que cette dernière est soumise un petit peu aux aléas de l'époque, un peu comme ça a toujours été le cas, dans le sens où dans l'urgence, on a tendance à faire les choses peut-être plus rapidement, peut-être avec une plus grande prise de conscience, avec un plus grand recul ou moins grand recul, tout dépend des individus, mais on voit quand même qu'il y a eu un impact, dans le sens aussi où il y a une grande carence documentaire, dans le sens aussi où on va voir une diminution des legs à telle ou telle structure pour en favoriser d'autres. Donc en fait, ça va jouer un petit peu sur les tendances, les paradoxes, les notions sur les tendances, les paradoxes, mais aussi les tendances un petit peu de l'époque. On va faire des legs pieux pour apaiser Dieu, pour montrer qu'on est pieux, qu'on veut racheter nos fautes, tout ça. On va faire des legs profanes ou charitables parce qu'il faut faire preuve de charité, parce il y a toute une notion eschatologique derrière. En fait, on joue beaucoup sur les mentalités, on joue beaucoup sur, je dirais pas la culpabilisation parce qu'on n'en est pas encore là, mais sur une forme peut-être de religiosité peut-être exacerbée, si je peux dire ça ainsi. Donc voilà ce que je pourrais en dire, grosso modo ce que je pourrais en dire. Après, je vous laisse, mes amis, vous faire votre propre opinion, vous faire votre propre idée sur le sujet. Si vous voulez en débattre avec moi, il n'y a aucun problème. Vous savez que je réponds à toutes vos questions sur les réseaux sociaux
ou dans les commentaires, en espérant que mon problème de commentaires soit réglé. On va l'espérer aussi. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent tout au long de ces épisodes sur mes travaux. Je remercie beaucoup ceux qui soutiennent ma chaîne, qui like, qui me laissent des petits mots sur les réseaux sociaux. Cela me touche énormément. Cela me prouve que je ne travaille pas pour rien, mais surtout que cela vous plaît, que cela vous intéresse. Il y aura d'autres séries, d'autres épisodes sur d'autres sujets qui j'espère vous intéresseront tout autant. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez de vos familles et de vos proches. Et je vous fais bye bye et des gros bisous.